Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque nous allons revenir sur un seul film en particulier. Revenir sur un film qui est ressorti début mars en DVD Blu-ray Collector dans une édition blindée de bonus chez l'excellent éditeur Carlotta. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler plus spécialement du film Time and Tide, le film de Tsui Hark, sorti en 2000. Et on fera juste une émission plus courte que d'habitude, mais pour revenir peut-être un peu plus longuement sur Tsui Hark et le cinéma de Hong Kong de la fin des années 90, début des années 90, et particulièrement avec ce film Time and Tide et en quoi il est particulier dans son parcours. Plus courte mais dense et intense. Je suis encore une fois très bien entouré, messieurs, en face de moi qui parlent un peu comme Tsui Hark, une langue un peu étrange que j'ai parfois du mal à saisir. Monsieur Lucien Alflands est là en face de moi. Que voulais-tu me dire, Lucien ? Simplement que l'émission sera courte mais dense et intense. Ah oui, un peu comme le film, c'est ça. Absolument. Monsieur Manuela, c'est là aussi avec nous aujourd'hui. Manu, comment vas-tu ? Bien et toi, Olivier ? Très bien, très bien. Je sais que tu es un grand fan de Tsui Hark. Tu faisais régulièrement des articles sur le site web Le Passeur Critique que nous animions ensemble à propos des ressorties de Tsui Hark, parce que c'est vrai que ces films ont un peu de mal aujourd'hui à se faire un chemin jusqu'à nous, malheureusement. Mais pour ceux qui situent mal, on va dire que Tsui Hark est donc un scénariste, réalisateur, producteur, né au Vietnam, mais actif à Hong Kong depuis la fin des années 70. Il a fondé une société de production très importante en 84, la Film Workshop. Par cette entremise, il a été, on va dire, l'un des papes du cinéma hongkongais pré-rétrocession. Je rappelle que la rétrocession a eu lieu en 97. Il a notamment contribué à révéler des cinéastes comme John Woo ou Ringo Lam. Produisant notamment le premier Syndicat du crime qui a été un succès énorme là-bas lorsqu'il est sorti. Et réalisant le troisième qui est un des films les plus what the fuck de Tsui Hark. Et Dieu sait qu'il en a fait. Mais en tout cas, pour replacer un peu, dans les années 80, le cinéma de Hong Kong vit un essor assez incroyable. Tu disais, Manu, la troisième plus gros producteur de films au monde à l'époque. Ah, tout à fait. Par contre, assez difficilement, on voit les films en Europe. Mais je pense que c'est souvent lié, particulièrement chez Tsui Hark, parce que ce sont des films qui sont extrêmement référencés et Tsui Hark particulièrement fait très fort confiance au fait que le spectateur accepte les conventions de ce type de cinéma et que peut-être le spectateur chinois ou hongkongais ou peut-être même asiatique plus généralement est plus apte à accepter que le spectateur européen. Enfin voilà, tous les films à ce point marqués formellement demandent une acceptation de la part du spectateur, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, je pense que Manu parlera peut-être de raisons, je veux dire, plus politiques, si je puis dire ça comme ça, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce cinéma n'arrive pas toujours par chez nous, malgré ses grandes qualités. En tout cas, il n'était pas, on va dire, à temps chez nous. Il a été popularisé surtout en France, grâce à Christophe Gans, et la collection HK. On avait un peu dans les vidéoclubs, il y avait Histoire de fantôme chinois qui était produit par Tsui Hark, réalisé par Ching Siu Tung, qui avait fait un beau hit de vidéoclub, mais disons que les films sont arrivés vraiment très progressivement et très tardivement. C'est une cinéphile qu'on a construite vraiment sur la vidéo, quoi. Et donc, si John Woo ou Wong Kar-wai sont des cinéastes qui sont salués, les films de Tsui Hark restent pourtant assez en fait marginaux. Il en a pourtant réalisé plus de 40, des films qu'on peut dire d'exploitation au début, comme Histoire de cannibale ou Green Snake un peu plus tard, mais qui sont jamais exempts d'une charge politique, parfois vraiment très marquante, comme par exemple dans L'Enfer des armes, un de ses premiers films aussi. Il a aussi créé une série à succès qui s'appelait Il était une fois en Chine, qui a contribué à faire de Jet Li une star. À refaire de Jet Li une star.
à refaire de Jet Li une star. Il a réalisé ces tout grands films au milieu des années 90, des films comme The Blade ou The Lovers, qui sont souvent considérés comme les sommets de la première partie de sa carrière hongkongaise. Puis après ça, il a été appelé aux USA pour faire 2 films avec Jean-Claude Van Damme en vedette, notre héros. Appelé par Jean-Claude Van Damme, grand cinéphile en l'éternel. 2 films qui sont Double Team, puis qui sera suivi de Piège à Hong Kong, Knockout. Qui sont probablement les 2 films de Choi Ark que j'ai le plus vus dans ma tendre enfance. Mais sans doute une histoire de convention, comme t'en parlais. Hein. Enfin, je veux dire, carrément. Là, Choi on est en Ark, plein dedans. même si on est habitué aux conventions du cinéma de Hong Kong, certains de ces films qui sont très très ancrés culturellement sont hyper durs à voir. Enfin, Green Snake, c'est difficile à regarder, même pour quelqu'un qui a l'œil averti, quoi. Mais je pense qu'à la différence de certains auteurs hongkongais qui ont pu être plus immédiatement identifiés, comme notamment par exemple John Woo, Choi Ark en fait s'est jamais reposé sur des bases établies, sur un certain style. C'est un grand styliste, tout autant, mais tous les grands stylistes qu'on peut connaître ont une tendance quand même à se reposer sur un style très identifié. Et Choi Ark, tout au cours de sa carrière, n'aura eu de cesse de se réinventer. Je veux dire, au travers de la firme Workshop, au moment de The Blade, et par la suite avec Time and Tide, dont on parlera, et encore aujourd'hui avec son utilisation de la 3D, la manière dont il a appréhendé ce médium de manière totalement démente, et c'est peut-être un des plus grands et meilleurs promoteurs de la 3D aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui je pense, n'a pas été suffisamment identifié, parce qu'à la fois, il n'a pas le côté cinéma d'auteur d'un Wong Kar-wai, ou qui n'est pas pleinement identifié comme un grand cinéaste populaire avec des thèmes, une imagerie qui reviendrait très fortement en avant. Il a toujours eu une position un peu de contrebandier, toujours de funambule, un petit peu de passer de genre en genre sans qu'on sache vraiment trop le définir. Mais c'est parce que je pense que c'est pas un styliste, c'est pas un formaliste, que c'est un expérimentateur avant tout, et du coup qui expérimente formellement, donc il y a une forme qui est extrêmement mise en avant, présente, mais qui n'est pas, comme tu viens de le dire, qui n'est pas... qui ne se répète pas, qui n'est pas assise, quoi. Et donc je ne sais pas si on peut dire que ce soit un styliste, en effet. Très bien. Donc, de retour, après avoir été appelé aux États-Unis par Jean-Claude Van Damme par 2 films qui sont quand même des échecs publics assez conséquents, et qui ne sont pas, on va dire, des sommets de sa carrière. Non, mais je trouve que autant dans Double Team, c'est pas trop le cas, autant dans Piège à Hong Kong. Piège à Hong Kong. On sent pour le coup beaucoup de choses qu'on va retrouver, entre autres sur le côté... Explosion des points de vue. Fouillis, oui, j'allais dire fouillis, péjorativement dans le cas de Piège à Hong Kong, que je pourrais utiliser de manière non péjorative dans le cas de Time. Disons and qu'il Tide. expérimente des choses dans Piège à Hong Kong qu'on va retrouver par plus la suite. abouties La dans Double Team est beaucoup plus Time and classique Tide. et beaucoup plus, disons... simplement raté, quoi. Piège à Hong Kong a quelque chose d'assez fascinant là-dessus, je trouve. Piège à Hong Kong, c'est vraiment un film où il pousse tous les potards À 200%. de ce type de spectacle, entre guillemets, bétifiant tel qu'il l'aperçoit et tel qu'il l'a aperçu en allant tourner aux États-Unis, parce que c'est quand même quelqu'un qui a quasiment 20 ans de carrière au moment où il va tourner aux États-Unis, et se retrouve avec des exécutifs de studio qui sont en train de lui apprendre son métier, alors que le mec a régné sur le box-office hongkongais pendant plus de 15 ans en initiant des courants, des genres, en renouvelant totalement le cinéma de l'archipel. Et là, il se retrouve complètement cadenassé par des jeunes exécutifs qui lui apprennent à faire du cinéma. Et c'est pour ça que je pense aussi Piège à Hong Kong reste un film américain, mais tourné quand même à Hong Kong. Il se replie sur certaines bases où il a une plus grande marge de manœuvre, et puis le traitement qu'il impose à Van Damme tout au long du film, c'est quand même absolument dément, quoi. Je veux dire, Van Damme n'aura jamais été aussi humilié dans un film que dans ce film-là. Tu sens qu'il y a un déchaînement de Choi Ark vis-à-vis de ce qui a dû se passer sur Double Team. Il y a quand même une scène où Van Damme se fait fouetter le cul par une anguille. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène. Tu as été atteint dans ta belgitude à ce moment-là, Lucien. Donc voilà, après cette expérience assez folle d'humiliation de Jean-Claude Van Damme, Choi Ark revient définitivement à Hong Kong et va signer le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc le film Time and Tide, qu'il va coproduire, coécrire et réaliser. Donc Time and Tide, c'est quoi ? C'est l'histoire de, en gros, je vous fais le pitch, c'est l'histoire de Tyler, qui est incarné par la pop star Nicolas Tse, qui est un gars qui a la vingtaine, et au début du film, c'est une nuit de beuverie, et il va coucher avec une fliquette qui va tomber enceinte.
Un petit peu plus tard, pour aider cette fille financièrement, Tyler se met à travailler dans la société d'agents de sécurité qui est tenue par son oncle. Et parallèlement à ces événements, Tyler va faire la connaissance de Jack et lier une amitié avec lui. Et Jack se révèle être un mercenaire repenti qui va se retrouver aux prises avec des anciens associés au cours du récit. Et en gros, c'est un film difficile à résumer, mais Tyler va se retrouver au milieu du conflit qui va opposer cet ancien mercenaire à ses associés. Bon, alors il y a énormément de choses à dire sur le film de Choyark, mais ce qui saute aux yeux la première fois quand on le découvre, c'est le film a un côté maelstrom visuel, hein, je crois que c'était la tagline de Christophe Gans quand il avait sorti le film. Donc, c'est un film qui va très très vite, qui est très elliptique, qui utilise beaucoup d'effets de montage, à ralenti, arrêt sur image, accéléré. C'est un peu comme si Choyark était en fait une espèce de DJ qui scratchait sur ses plans, parfois j'ai l'impression. Et ce montage qui est vraiment très très rapide et comment dire, en fait la mise en scène de l'action chez Choyark est rarement assujettie en fait aux espaces, comme ce serait classique chez Hitchcock ou De Palma par la suite, qui découpe un espace et qui ensuite va découper une action hyper lisible dans cet espace. Ici, chez Choyark, on est beaucoup plus sur la sensation, sur l'immédiateté, sur l'effet que le spectateur va ressentir en regardant le plan. Et sans même le percevoir, sans même l'analyser, quoi. C'est ça qui est très difficile chez Choyark. Son cinéma va plus vite que ta capacité d'analyse de sa mise en scène. C'est en ça c'est un film toujours impressionnant, même après des années et des années de vision et de revision. C'est un film qui toujours, c'est aussi son avantage, te fait te sentir jamais vieux, parce que tu le revois, je trouve, de la même façon que tu l'as vu la première fois, parce qu'il a une forme d'immédiateté, de rapidité qui joue pour lui. Sans qu'il soit jamais gratuit, donc c'est sûr que c'est des films à revoir un certain nombre de fois pour bien les comprendre. Ouais, mais d'ailleurs je crois que la première fois que j'ai vu le film, j'avais pas du tout saisi l'histoire. Ici, deuxième fois, c'est plus facile de comprendre l'histoire. Mais surtout que, bon, on va dire que c'est un film qui va vraiment extrêmement vite, mais qui se ménage quand même suffisamment de ralentissement du tempo pour créer un personnage principal pour lequel tu as un vrai affect. Et il utilise aussi la voix off pour créer de l'empathie avec ce personnage qui se retrouve finalement dans une histoire abracadabrantesque, mais qui est animé par sa pure bonne volonté à vouloir subvenir aux besoins de la fille qu'il a mise enceinte, quoi. Je trouve cette voix off, elle est d'autant plus intéressante et presque amusante qu'elle est d'une limpidité absolue, comme s'il voulait contrebalancer la folie furieuse de sa narration et de sa mise en scène par des interventions de ce personnage où il explique presque littéralement ce qu'il a sur le cœur, etc. C'est assez marrant de voir comme régulièrement, 3 ou 4 fois dans le film, il prend vraiment une pause comme ça où, bon voilà, vous venez de prendre 20 minutes de lance-flamme dans la gueule, maintenant on se pose, je vais vous expliquer ce qui se passe et hop, on repart, quoi. Voix off qui est celle de Choyark, qui n'est pas celle du personnage incarné par Nicolas Tsé. Et d'ailleurs, il s'est ménagé des moments de baisse de tension, mais il s'est aussi posé ses personnages, notamment la rencontre avec le deuxième personnage principal. Elle est super chouette parce que bâtie très simplement sur cette chanson d'anniversaire, et il y a un coup de génie, je trouve, en termes d'écriture de la présentation de ce personnage, à la fois dans son côté sympathique et son côté hyper habile et comment on va dire un peu marlou, un peu filou. Et même si les personnages féminins, on peut dire qu'ils sont moins explorés, ils fonctionnent néanmoins. Ils fonctionnent bien parce qu'ils fonctionnent très bien en binôme avec les personnages masculins. L'arrivée à la fête d'anniversaire du personnage de Candilo qui joue la compagne de Wu Bai, qui est le mercenaire repenti, elle est très très belle. Et la manière dont il va cadrer l'échange avec le beau-père et l'arrivée du cadeau, la manière dont il découpe cette séquence-là en mettant hors champ complètement le père, et tu te retrouves avec ces paroles extrêmement violentes qu'a le père de dédain vis-à-vis de la profession de Wu Bai dans le film, et le contre-champ où il reprend l'actrice principale qui va se réfugier vers ses sœurs à l'arrière-plan. Il y a une science du cadre, une rapidité dans la manière de te montrer le degré d'humiliation du personnage qui fait tout de suite adhérer à ses sentiments. On a parlé de l'histoire, mais bon, maintenant on va peut-être parler du style, parce que non seulement le montage est hyper elliptique, c'est-à-dire que il y a un exemple qui m'a frappé, c'est genre t'as un plan où il y a un type qui ouvre une trappe
et direct le plan d'après, le mec est déjà avec le flingue dans la trappe. Ouais, ce qui rend la course-poursuite à ce moment-là totalement irréaliste, mais en même temps absolument fascinante et d'autant plus impliquante. Mais c'est non seulement des effets de montage, mais à l'intérieur même de ces cadres, la manière dont il va utiliser les perspectives, la manière dont il va faire des débulés, des zooms avant, avec toujours un truc à l'avant-plan pour te dynamiser constamment le cadre. Il y a une attention à chaque instant que le spectateur soit toujours dans la surpris. Ouais, T'es surpris. toujours surpris, mais je pense que c'est aussi la manière dont il va jamais filmer exactement le moment attendu. Il filme très fortement tout ce qui se passe juste avant et juste après. T'as cette scène dans la grosse scène d'action, la grosse scène d'action, il y en a plusieurs dans le film, mais celle qui se passe dans les immeubles et la mort de deux gamins en planche à roulettes. La manière dont est filmée cette séquence-là, dans la manière dont il est lu, dans le fait de montrer les corps et le fait de montrer cette mort-là, elle est extrêmement brillante. Ces deux portes qui s'ouvrent, un plan en mouvement des pieds du gamin sur la planche, tout d'un coup qui part en sorte de début, tu reviens sur cette planche et tu sais ellipser de manière à la fois hyper violente parce que c'est hyper impactant. C'est presque du cinéma muet sous exta, quoi. Toute cette scène-là dans les immeubles, il y a, je pense, un des plans les plus dingues que j'ai vu de ma vie au cinéma où un personnage saute en rappel et la caméra le suit, mais de manière tout à fait fluide, tout à fait. Enfin, ce qu'il y a, c'est que tu vas suivre le mec depuis l'intérieur de l'appartement dans la chute. Dans la chute, c'est rappel, ouais. La première fois que tu vois le film, c'est un truc dingue, quoi. C'est des montagnes russes, quoi. Il y a un truc, t'as presque envie de pousser un petit cri, quoi. Après, c'est un film qui est aussi intéressant sur le fait que c'est peut-être un des premiers à utiliser les effets en 3D. C'est intéressant d'ailleurs que le film est... En Hong Kong, tu parles d'utilisation à Hong Kong, parce que tu sens clairement justement, parce que le film est aussi un précipité de tout ce que le cinéma de cette époque est. Voilà, tu as du Matrix, il règle ses comptes de manière polie ou sous forme d'hommage détourné à John Woo avec une scène de gunfight qui ne se finit pas du tout comme elle pourrait se finir chez John Woo. C'est une sorte de précipité aussi de tout ce qui se faisait à l'époque. Et notamment, tu parles justement de ces raccords numériques massivement utilisés, notamment à l'époque, Fight justement, Club. Fincher, il vient de finir Fight Club et il va enchaîner sur Panic Room, où il y a ce fameux plan où il fait voler sa caméra à travers la cafetière. La cafetière. Ici, on a donc Time and Tide qui vient avant Panic Room. On a la caméra qui va rentrer dans une valise, traverser un frigo, Moi, c'est un truc qui me aller à fascine. l'intérieur d'un flingue. C'est un truc qui me fascine totalement, que ce soit chez Fincher ou chez Choyark ou chez d'autres. C'est que aujourd'hui, ces effets ont pas mal vieilli, mais je trouve que ça les rend d'autant plus visibles et ça met en avant l'idée qu'il y a derrière est encore plus impressionnante, je veux dire. Ouais, et j'en parlais tout à l'heure, mais chez Choyark, on ne va pas justement réussir vraiment à comprendre l'action, la topologie des lieux. On est beaucoup plus dans quelque chose qui nous investit directement, comme tu l'utilisais, au niveau émotionnel, au niveau de la pulsion scopique, et beaucoup moins dans la compréhension globale des enjeux. C'est quelque chose qu'on reverra beaucoup après dans le cinéma d'action et qu'on va pas mal reprocher au cinéma d'action américain, du type Michael Bay, du type... Tony Scott. Voilà, donc qu'est-ce qui, selon vous, fait fondamentalement la différence entre Choyark et un type comme Michael Bay, par exemple ? Si on parle de Michael Bay, il faudrait s'accorder au fait que quand même son cinéma a évolué avec le temps et que ce que je vais dire ne s'applique peut-être pas forcément à ses derniers films, mais Michael Bay pense ses films avant tout comme une succession de plans. Il ne pense pas forcément à l'enchaînement de ces plans, il pense la manière dont chaque plan va t'impacter le plus fort possible, mais pas forcément comment eux sont reliés ensemble. Ce qui fait que quelquefois, justement, on a reproché le côté incompréhensible de ces scènes d'action parce que chaque plan est pensé comme un coup de poing dans la gueule. C'est-à-dire qu'il fait des films de 2h30 où chaque plan est pensé comme un plan publicitaire, quoi. Donc, voilà, là où Choyark articule tous ces plans. Ce qui permet de rappeler aussi, je pense, chez Choyark et dans Time and Tide, la narration a un côté un peu difficile à entreprendre, à comprendre, mais ça reste dans l'ensemble. Bon, il ne faut pas partir pisser, il ne faut pas regarder son téléphone, mais ça reste compréhensible et lisible. Michael Bay, après une scène d'action d'un quart d'heure, t'as mal à la tête. C'est pas le cas de Choyark.
Le Michael Bay d'Armageddon, de Bad Boy, depuis Michael Bay a quand même fait des films plus lisibles, mais bon, c'est pas le sujet. Bon, après, je pense qu'il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, des choses qui restent à écrire, mais ta question permet de soulever quelque chose d'intéressant, qui est le rapport entre le cinéma américain et le cinéma hongkongais, particulièrement, asiatique en général, mais particulièrement hongkongais, et la réponse qu'il y a entre les deux. Je pense par exemple, pour faire une petite parenthèse, l'influence qu'a eu Michael Mann sur John Woo dans son début dans le polar, et l'influence qu'a eu John Woo sur les films plus récents de Michael Mann, pareil avec Tony Scott et Choi Ark. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant qui vaudrait un podcast à lui tout seul. Très bien. Ce que je voulais rajouter, c'est que non seulement le montage du film est dingue, mais en plus la mise en scène interne des plans, mais le mouvement de la caméra, le mouvement de l'optique et le mouvement des comédiens va être assez dingue. Souvent, les plans sont construits dans la perspective. Il y a beaucoup de focales très courtes dans le film. Constamment, l'œil va être surpris par des éléments qui vont rentrer dans le cadre et qui va constamment te garder sur le qui-vive. C'est quelque chose d'assez fort. Et puis aussi, il y a cette science qui est quand même assez géniale quand tu découvres les films de Hong Kong et les films de Kung Fu. C'est la manière d'utiliser le décor et de jouir du décor et d'être dans un jeu permanent avec tous les accessoires et les possibilités que le décor offre. Ici, bon, il y a une scène, on en a parlé un petit peu, mais complètement dingue, dans un building, ou l'intérieur d'un cours de HLM. Je pense à une autre scène où ils se battent avec des draps qui sortent des sèche-linges et ils vont utiliser les chariots à linge, etc. C'est un film extrêmement découpé. Time and Tide, ah bon? Mais justement, il y a des scènes où aussi c'est vraiment le travail de la caméra qui fait tout. Il y a cette scène complètement, c'est ce que j'essayais de dire. Qui se trouve au sein de cette réception où va se déjouer un attentat. Et il y a un échange téléphonique qu'a le personnage incarné par Anthony Wong qui joue le patron de Nicolas Tsé, et qui est un échange téléphonique sur sur l'identité du tueur à gages. Et la manière dont à un moment il va reprendre cette conversation téléphonique et par le cadre, fur et à mesure, révéler tous les changements opérés entre la première scène d'interrogatoire. Tu vas voir que les enjeux sont totalement biaisés et redéployés. Et ça, c'est une science du cadre et du récit. Du récit, quoi. Pour revenir sur la paternité ou sur les enfants bâtards qu'aurait pu avoir le film, quand tu parles de Michael Bay, on pourrait plutôt parler du cinéma de Greengrass ou la série de Denis Lamalisse contre la CIA. Là. Cette manière de déconstruire l'action telle qu'on la voyait auparavant. Il l'avait déjà amorcé dans The Blade en 1995, qui est un film contemporain justement de Die Hard with a Vengeance de McTiernan, qui va avoir le même procédé de mise en scène pour filmer l'action, de s'emparer un petit peu de ce qu'on pourrait dire un mode de filmage, de cinéma vérité, documentaire, qui va toujours être pas forcément pile au bon moment sur l'action, mais qui est malgré tout une manière très assumé de raconter l'action et de renouveler le genre, là où aujourd'hui c'est ce filmage documentaire qui est devenu complètement générique pour donner un effet de réel. Et le problème c'est que c'est ce qu'avait initié Choi Ark ou McTiernan dans ces années-là, c'était pas un effet de réel, c'était bien plus que ça. Non, juste voilà, on parle de la forme qui est du film qui est absolument brillante, mais c'est aussi un film qui a un propos. Ce film de Choi Ark est aussi un film sur la fin d'un monde et la gestation d'un nouveau, et avec lequel il fait le parallèle avec la parentalité, quoi, ces deux couples, l'implication que veut avoir le héros par rapport à ce nouvel enfant. Choi Ark, c'est lui-même une sorte d'expat qui revient sur cette terre, comme le personnage j'ai oublié tous les noms des personnages dans le film. Le personnage de Nicolas Tsé de Wu Bai. Mercenaire. Ouais, c'est ça, le mercenaire. Ouais, c'est ça. Il questionne aussi toutes ces crises identitaires qui doivent être les siennes aussi, comme peut le faire, comme le fait après Michael Mann, je trouve, de manière absolument brillante dans Miami Vice, par exemple. C'est pas juste un film fun, quoi. C'est vraiment un film avec un propos. Puis c'est surtout l'état des lieux qui fait du cinéma de Hong Kong, cette parenthèse enchantée qui aurait été de 84 au moment de la naissance de la Film Workshop et le moment où va être actée la rétrocession en 97. Deux ans avant la sortie du film. Et ce qui est assez beau dans le film, c'est que effectivement, on sent qu'il règle des comptes peut-être à des moments dès l'ouverture de son film, notamment je parlais de ce gunfight qui emprunte une figure usuelle du cinéma de John Woo, mais qui est aussi une figure usuelle du cinéma de Choi Ark par essence aussi, puisque Le Syndicat du crime est un film qui est produit par Choi Ark, et on sait que Choi Ark est aussi quand même un producteur assez interventionniste sur ses films à lui, mais il n'a pas un positionnement malgré tout
de vieux con. Exactement, ouais, Il cherche à ouvrir son récit, et c'est la beauté de cette fin de film, de cette idée que plus rien ne sera comme avant, mais il y a de l'espoir. C'est pas quelque chose de résigné, et pourtant va s'amorcer une décennie plutôt assez pauvre dans la filmographie de Chayark, avec The Missing, Era contre les vampires, tout ça, avant vraiment de devenir le grand cinéaste chinois maintenant qu'il est. Et puis hongkongais, mais voilà, il y a une forme d'apaisement aussi malgré tout dans ce chaos généralisé dans Time and Tide. Voilà, tu parlais d'espoir, et dans l'espoir, il y a cette idée d'apaisement possible. Et ce qui est très beau, comme tu dis, c'est qu'il joue pas au vieux con, au réac. Il filme ça, mais sans jamais vraiment le juger, sans jamais regretter l'identité propre de Hong Kong qui s'étiole d'une certaine manière. Et je trouve ça non seulement très intelligent, mais même touchant de la part de Choi-Ark. Mais c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui, comme son cinéma, ne s'arrête jamais, est toujours en mouvement, absolument. Et donc ne fiche pas les choses. Très bien, messieurs. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je propose qu'on clôture ici. On rappelle que le DVD Blu-ray de Time and Tide est ressorti chez Carlotta, et on vous encourage grandement à l'acquérir, ou au moins à voir le film. Merci. Et le revoir. Et le revoir pour mieux le comprendre et enfin voir tout le sens qu'on peut y voir.